Longtemps considérée comme une simple zone de transit, l'Afrique de l'Ouest est devenue une région de forte consommation de drogue selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Alors, nous allons parler évidemment de la zone de transit. L'Afrique de l'Ouest devient aussi une zone de consommation. Selon l'ONU, quels sont les chiffres qui prouvent cela? En fait, ils font des rapports sur la question de la lutte contre la drogue, puisque il y a des organismes de façon générale à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle internationale qui font ce travail de lutte contre la drogue. Et quand ils font le rapport, bien sûr, on compare qu'est-ce qu'on avait en 2000, qu'est-ce qu'on a eu en 2008, qu'est-ce qu'on a eu en 2022 par exemple. Et malheureusement, les chiffres du rapport sont inquiétants, puisque pendant longtemps, on était, comme le dit le rapport, plutôt une zone de transit par laquelle passait la drogue venant essentiellement d'Amérique latine pour aller vers l'Europe. Mais de plus en plus, nous avons des consommateurs sur place. Et quand on dit consommateurs, nous en avons de trois sortes. Il y a le chanvre indien, qui est de plus en plus très fortement consommé dans nos pays. On n'a pas besoin de se poser la question. Promenez-vous dans n'importe quelle capitale en Afrique de l'Ouest, vous les rencontrez. Ou bien il y a des coins où on sait que c'est eux qui sont installés ici. C'est très connu. L'autre chose, vous avez des médicaments qu'on a déviés de leur usage habituel, les amphétamines, le tramadol, etc., qui sont également de plus en plus consommés et que l'on voit de plus en plus dans ce trafic de drogue. Vous avez la cocaïne qui pose le plus gros problème. Nous n'avons pas encore les moyens pour consommer cette drogue parce qu'elle coûte excessivement cher, mais sa consommation commence également dans nos espaces. Et le rapport montre qu'entre 2019 et 2021, 57 tonnes de cocaïne ont été saisies dans des pays en Afrique. Le Sénégal, le Niger, le Bénin, la Guinée-Bissau, la Côte d'Ivoire, etc. Et là, ça pose un énorme problème parce que si vous transformez ça en argent, ça dépasse le budget d'une bonne partie de ces États. Ce qui veut dire que, à côté du chanvre indien, des médicaments qu'on a détournés de leur usage normal, il faut voir pas seulement l'aspect drogue, mais il faut voir également la manne financière qui se trouve derrière. Et ça fait qu'effectivement, ces trafiquants continuent à prendre des risques malgré les saisies des douanes, de la police, etc., au niveau de nos différents pays. Alors, comment se fait-il que ces trafics, ou bien ces trafiquants même, échappent au contrôle des gouvernants? Ben, il y a plusieurs raisons. La première raison, tout le monde voit nos frontières. On ne peut pas tout contrôler. La deuxième raison, les trafiquants sont de plus en plus astucieux. Le dernier qu'on a attrapé au Burkina, regardez quelqu'un qui quitte le Cameroun pour dire qu'il va aller vendre de la farine de manioc au Ghana. Il a une petite camionnette. Quand vous regardez la petite camionnette, ça ne peut pas prendre une charge importante. Il y a effectivement des sacs de farine dedans. Mais quand vous enlevez les sacs de farine, ils ont retouché la camionnette pour faire des caches à l'intérieur de la camionnette. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la cache? C'est de la cocaïne. C'est-à-dire que ces agents de douane du Burkina se sont simplement posé la question, mais ce n'est pas le manioc qui manque au, au Ghana. Au Ghana. Et ben, pourquoi faire tout ce trajet pour aller vendre pour quel bénéfice? Ils ont trouvé que c'était douteux, ce qui les a amenés à explorer davantage le camion et ils ont trouvé de la drogue. Il y a ceux qui font l'import-export parce que ils disent que le rapport dit que pratiquement 93% de la drogue passe par la mer. Tous ces conteneurs qui viennent dans nos pays avec des ports. On a vu plusieurs fois des gens importer du sucre en poudre. Et comme la drogue n'est pas loin du sucre en poudre, la cocaïne, elle est blanche. Dans le conteneur, il y a effectivement du sucre, mais quelque part, il y a de la cocaïne. Bon, les douaniers font leur boulot. 57 tonnes de cocaïne, c'est pas mal. Quelle est la quantité entrée? On ne sait véritablement pas. Mais il faut reconnaître qu'il n'est pas facile, malgré les scanners, malgré des chiens qui reniflent la drogue, de pouvoir toujours savoir qu'est-ce que les gens ont fait. Parce qu'on a vu toutes sortes de stratégies avec ces gens, comment on les appelle encore, les djembés ont été utilisés, on a mis la drogue. Il y a eu toutes sortes de pratiques et à chaque fois que les gens connaissent une stratégie, ils vont aller chercher une autre stratégie. Au même moment, le rapport prouve que l'Afrique de l'Ouest n'est qu'un transit pour atterrir quelque part.
Cela veut dire que c'est une terre fertile entre griffes. Ben, heureusement pour nous, pour la cocaïne, parce que 57 tonnes de cocaïne, si on le consommait en Afrique de l'Ouest, il faut tout simplement quitter ces espaces parce que plus rien ne va fonctionner ici. C'est une zone de transit parce que les pays producteurs, on les connaît, la Colombie et autres. On connaît tellement bien ces pays que tout ce qui vient de ces pays, qui doit aller en Europe, qui doit aller en Amérique, le contrôle est tellement méticuleux qu'il est extrêmement difficile de faire passer la drogue. Pourtant, la cocaïne, le marché ne se trouve pas ici, même si nous avons quelques quand même consommateurs qui augmentent. Et c'est ça qui explique ce transit. On vient ici, après la drogue repart par la mer encore. Ça passe également par le désert. Le Niger, en 2021, on a attrapé 17 tonnes de cocaïne au Niger. Pourtant, le Niger n'a pas de port. Mais c'est le système, les 2 tonnes qu'on a attrapées tout récemment à Abidjan, quand ils ont interrogé les gens, effectivement, une partie devait repartir par la mer, une partie devait remonter par le désert pour traverser la Méditerranée et aller en Europe, puisque c'est ça véritablement la destination finale. Ils enlèvent la drogue, ils changent le conditionnement pour pouvoir le faire repartir en plus petite quantité. C'est quand ça arrive chez nous que ça arrive avec cette quantité en espérant qu'ils vont échapper au contrôle. Mais c'est clair que c'est dangereux parce que 57 tonnes, plus il y en aura, plus nous aurons des consommateurs. Plus il y en aura, plus nous aurons des problèmes parce que toutes les dernières arrestations montrent également l'implication d'hommes politiques, l'implication même de ceux qui luttent contre la drogue. Bon, le Bénin vient d'annoncer que le premier responsable, le chef de l'office de lutte contre le trafic de drogue au Bénin a été arrêté pour trafic de drogue. Bon, vous voyez que c'est extrêmement compliqué et l'enjeu c'est simplement l'argent parce que quand c'est la cocaïne, c'est des milliards. Ce n'est pas une affaire de millions, c'est des milliards qui se posent. Et imaginez quelqu'un comme moi à qui on vient dire tout de suite on te donne 100 millions, il n'y a pas de taxes, il n'y a rien, et puis fais passer telle chose. Mais si tu ne repenses pas à qui tu es, tu risques de céder. Et malheureusement, il y a encore beaucoup de maillons faibles qui leur permettent de faire le trafic. L'Afrique de l'Ouest, zone de transit, selon vous, quelles sont les principales destinations? C'est l'Europe qui est la principale destination quand il s'agit de l'Afrique de l'Ouest. Il y en a qui retournent également en Amérique. Mais sous toutes les formes. On prend la drogue, on transforme en boulettes, on demande à la personne de les avaler, et la personne vient prendre l'avion pour aller dans certains pays où le contrôle est tellement strict qu'il est difficile de faire passer la drogue par des bagages. Puisqu'il y a les scanners, il y a tout un ensemble de choses. Mais quand les gens s'en sont rendus compte, ils ont également des systèmes qui leur permettent aujourd'hui de voir au visage même le vrai et le faux voyageur et de voir celui-là qui a la drogue en lui et qui est pressé d'arriver à destination parce que si jamais il y a des problèmes, lui, on ne parlera plus de lui, ça va dépasser ce qu'on appelle overdose quand tu prends de la drogue. Mais malgré tout cela, on continue à partir de l'Afrique de l'Ouest d'envoyer de la drogue aux États-Unis, puisque c'est un pays fortement consommateur. Et vous voyez comment c'est curieux. Les États-Unis ont tellement créé une barrière par rapport à l'Amérique latine que la drogue passe difficilement. Donc elle fait le détour pour revenir. Mais beaucoup de ce qui vient ici part plutôt vers l'Europe en passant par la Méditerranée, en passant également par les vols. Les gens essayent parfois en petite quantité d'envoyer de la drogue dans les pays de l'Union européenne. Alors, dans leur lutte contre les trafics de drogue, les gouvernants actuels, surtout de l'Afrique de l'Ouest, peuvent-ils compter sur l'Organisation des Nations Unies? Mais bien sûr, ils peuvent compter sur l'Organisation des Nations Unies, puisque comme je le disais au départ, il y a une lutte qui se fait de façon concomitante. Parfois, la drogue, au Sénégal, on a attrapé un navire à 300 km à peu près des côtes du Sénégal, où il y avait 2 tonnes de cocaïne. Mais c'est à travers ces renseignements partagés qu'on a dit au Sénégal, attendez, il y a un navire qui vient, il contient de la drogue, le navire a été arraisonné en pleine mer. Avant d'être accompagné pour venir accoster à Dakar, on a vu la drogue. On le fait avec le trafic des voitures. On a pris des voitures qui venaient du Brésil, qui devaient passer par le Dakar, aller en Angola. Dans les voitures, on avait caché également de la cocaïne
un peu moins d'une tonne. Et tout ça, c'est des découvertes récentes sur moins de 2 ans. Ce qui veut dire qu'il faut nécessairement qu'il y ait une collaboration entre les polices, entre les douanes, entre les États, un partage de l'information qui va pouvoir permettre de tenir tête davantage à ceux-là qui, à cause du gain, se sont fortement investis dans ce trafic de drogue avec toutes sortes de stratégies. Et il y a quelque chose qui existe déjà. Vous avez des organismes à caractère régionaux, vous avez un organisme à caractère africain, et vous avez les Nations Unies également qui coiffent tout ce travail qui consiste à lutter contre le trafic de la drogue actuellement à travers le monde. Ce trafic donne parfois lieu à des affrontements meurtriers entre des groupes armés de la région, c'est vérifié. Oui, c'est vérifié parce que rappelez-vous de cet avion rempli de cocaïne au Mali, dans un espace qui est ni un aéroport ni un aérodrome. Aujourd'hui, tout le monde sait que les zones d'insécurité favorisent le trafic de la drogue. C'est la première chose. La question des groupes extrémistes violents également se pose puisque on sait que certains parmi eux ont trempé dans le trafic du chanvre indien. On les soupçonne également de laisser passer les trafiquants de la drogue si les trafiquants de drogue acceptent de leur apporter des armes ou bien s'ils acceptent de payer des taxes. Mais ce qui veut dire qu'en ce moment, vous avez deux trafics qui se mettent ensemble. C'est pourquoi si vous regardez les organismes de lutte qu'on avait contre le blanchiment d'argent, il s'agissait d'abord du blanchiment de l'argent de la drogue, tous ces organismes ont ajouté aujourd'hui également le financement du terrorisme, puisqu'il y a un lien que l'on découvre de plus en plus entre ces deux formes de trafic, si on peut les appeler ainsi, dans nos espaces. Et est-ce que ces trafiquants financent également des groupes armés? Mais c'est clair, je disais tout à l'heure qu'ils sont prêts à vous apporter des armes, ils sont prêts à vous donner de l'argent, mais vous leur laissez le passage. Et puisque malheureusement, le Mali est une zone de passage, le Niger est une zone de passage, le Nigeria, même chose, mais dans tous ces pays, vous avez du terrorisme. Donc s'ils doivent passer par là où se trouvent ces gens, mais un échange est fortement possible entre eux. Et d'ailleurs, des échanges ont été documentés où effectivement on a laissé passer parce que les gens ont accepté de payer ou parce que les gens ont accepté, dans le cadre du trafic qu'ils font, d'associer le trafic d'armes et de leur amener des armes ou bien des munitions. Vous avez parlé tout à l'heure des saisies en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Bénin également. En Côte d'Ivoire, par exemple, on a vu l'implication de quelques personnalités politiques. Ça va être difficile de lutter contre ce trafic. Ça va être difficile, c'est vrai, mais c'est possible. En Côte d'Ivoire, effectivement, lors de la dernière saisie, une trentaine de personnes ont été arrêtées. Et il y avait du tout. Même un commissaire de police. Pour dire que même dans le système de défense, dans le système de lutte contre le trafic, il y a des maillons qui sont des maillons faibles. Et c'est ça qui va rendre difficile ce travail. Ça s'explique parce que, comme je l'ai dit, c'est un truc qui se chiffre à coups de milliards. Quelqu'un qui ne sait pas rester lui-même risque de succomber. Parce qu'on a vu du tout. On a vu de la drogue qu'on a saisie. On a dit c'est 5 tonnes. Au moment où on vient pour récupérer la drogue pour aller la détruire, ça ne fait plus 5 tonnes. Où sont passés ce qui manque? Et c'est le même problème. Quand beaucoup de gens prennent cette drogue, ils n'en font pas usage. Mais c'est pour le vendre ou bien pour l'échanger, si je peux l'appeler ainsi, contre de l'argent. Vous voyez même dans les films, parfois, quand il y a trafic de drogue, on montre comment les gens infiltrent les milieux qui doivent les combattre pour pouvoir avoir les informations, déplacer la drogue si les gens doivent venir, etc. Mais c'est cette réalité également que nous vivons et le rapport le dit clairement. Ce qui est curieux, le rapport cite les jeunes, il cite des hommes d'église, il cite des hommes d'affaires, il cite plusieurs personnes qu'on a pris sur les 2 ans en particulier et qui sont des gens qu'on ne pouvait pas nécessairement soupçonner de participer à ce trafic. Ça rend la lutte plus difficile, mais plus on découvre là où les gens passent, mais plus également on met en place des stratégies pour réduire au maximum ce trafic de drogue. D'où un combat collectif, sans doute au niveau de toute la sous-région. Mais tout à fait, beaucoup de saisies, ils le disent clairement, on nous a informé que dans telle voiture, il y a telle chose, ils sont allés intercepter la voiture, le renseignement joue un rôle extrêmement important. Si vous prenez le corridor Dakar-Bamako, le nombre de camions qui partent et qui viennent par jour, il est impossible
de vouloir contrôler chaque camion. Et pourtant, plusieurs fois dans ces camions, on a trouvé de la cocaïne, on a trouvé du hashish, on a trouvé les médicaments qu'on utilise comme l'amphétamine, etc. C'est que c'est un gros travail à faire et en ce moment, bien sûr, l'information est importante sur une personne qu'on soupçonne, par exemple, ou sur une cargaison où on a vu que là où on devait charger tel élément, il y a d'autres éléments qui ne semblent pas être conformes à ce chargement. Ça permet aux gens d'arrêter ces camions et parfois, effectivement, dans ces camions, dans ces véhicules ou bien dans quelque autre mode de transport, ils trouvent la drogue. Et curieusement, le rapport mondial sur les drogues s'est tenu à Abidjan. Oui, en fait, c'est là-bas qu'ils ont dévoilé les résultats, les conclusions du rapport. Bon, est-ce que c'est curieusement? C'est une très bonne chose, puisque la dernière saisie importante, c'était à Abidjan et à San Pedro. Mais il est important, effectivement, que autant les trafiquants se mettent à vouloir utiliser nos pays, que autant que les gens montrent également qu'ils sont là et qu'il y a un travail qui est en train d'être fait pour les empêcher de faire de nos pays un espace de transit pour la cocaïne en particulier. Parce que aujourd'hui, c'est l'enjeu le plus important. Le hashish, bon, de plus en plus, vous avez des pays où on est allé même dans le sens de dire aux gens, attendez, pour supprimer cette affaire-là, il faut dépénaliser. Vous avez d'autres pays qui donnent aux gens des espaces où vous pouvez venir fumer, acheter une quantité de façon individuelle pour supprimer le trafic en tant que tel. Pour la cocaïne, c'est très loin d'être le cas et c'est là où se trouve également la manne financière la plus importante. Vous pensez qu'au niveau des centres éducatifs, on doit mettre l'accent sur cela parce qu'on parlait aussi des jeunes qui en consomment? Oui, dans la politique, quand vous regardez la politique des Nations Unies, la politique au niveau national, la politique au niveau régional, quand vous regardez les éléments, le premier élément, c'est la sensibilisation. C'est-à-dire amener les gens à ne pas faire usage de la drogue. Puisqu'il y a un travail qui doit être fait sur ce plan. Mais en même temps, ils disent aux gens qu'il ne s'agit pas de dire aux gens de ne pas faire usage de la drogue, il s'agit de voir pourquoi les gens tombent sur l'usage de la drogue et faire un travail qui va pouvoir faire en sorte que ces conditions, qui sont souvent des conditions de pauvreté, de difficulté, de chômage, de précarité, qu'on puisse résoudre également ces problèmes pour que ces gens ne soient pas tentés de devenir soit des consommateurs de la drogue, soit des dealers qui parviennent à être ceux par qui on passe pour faire la distribution de la drogue. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. Drogue, zone de transit, l'Afrique de l'Ouest devient aussi une zone de consommation selon l'Organisation des Nations Unies. On marque une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.